Chapitre 2. Yvain à la fontaine périlleuse. Discrètement, monseigneur Yvain s'esquiva, quitta la cour et regagna son logis. Il ordonna qu'on selle son cheval et appela un de ses écuyers en qui il avait entière confiance. Je vais sortir de la ville sur mon palefroid. Fais bien ferrer mon destrier, puis viens me rejoindre avec lui à l'extérieur en emportant mes armes. Tu ramèneras ensuite le palefroid. Surtout garde-toi bien, qui que ce soit qui te le demande, de donner la moindre nouvelle de moi, ou tu peux me croire qu'il t'en coûterait. Hâte-toi, j'ai un long voyage à faire. Seigneur, soyez tranquille. Partez, je ne tarderai pas. Monseigneur Yvain monta aussitôt sur son palefroid, bien résolu à ne pas revenir avant d'avoir vengé son cousin. Comme il ne manquait au cheval ni fer ni clous, l'écuyer ne tarda pas à rejoindre son seigneur, qui l'attendait comme convenu, à l'écart du chemin. Là, il l'aida à revêtir son armure et tout son équipement. Aussitôt armé, monseigneur Yvain se mit en route, chevauchant par monts et par vaux, traversant d'épaisses forêts, passant par des lieux étranges, franchissant maints passages dangereux, surmontant maintes difficultés au fil de sa vie. Quand il arriva enfin au sentier étroit et sombre dont avait parlé son cousin, il éprouva la certitude de ne plus courir de risque de se perdre et se sentit soulagé. Quoi qu'il lui en coûte, il ne renoncerait plus désormais à aller jusqu'à la fontaine ombragée par le pin et verserait de l'eau sur la margelle de pierre pour déclencher la tempête. Cette nuit-là, il fut accueilli, comme il l'avait prévu, chez le généreux Vavasseur, mais avec encore plus d'égards qu'il ne l'imaginait, et il trouva la jeune fille bien plus belle et plus sage que ne l'avait décrite Calogrenant, tant il est difficile d'évoquer avec des mots la perfection d'une femme ou d'un chevalier de qualité. Le lendemain, Yvain parvint jusqu'à la clairière, où il trouva les taureaux sauvages et le vilain, qui lui indiqua où prendre le sentier. Cependant, il ne manqua pas de se signer une centaine de fois, stupéfié par la laideur repoussante de cette créature. Arrivé à la fontaine qu'il désirait en voir, il ne prit même pas le temps de se reposer. Il versa carrément sur la pierre un plein bassin d'eau. Immédiatement le vent se leva, la grêle et la pluie se mirent à tomber, la tempête se déchaîna. Quand il plut à Dieu de ramener le beau temps, les oiseaux vinrent se poser sur le pin et firent entendre leur merveilleux concert au-dessus de la fontaine périlleuse. Le charme fut brisé par l'arrivée tonitruante du chevalier ivre de colère. À peine se sont-ils entrevus qu'ils s'élancent l'un contre l'autre, laissant clairement voir la haine mortelle qu'ils se vouent mutuellement. De leurs lances solides et droites, ils se heurtent aussitôt avec une telle violence que les deux écus pendus à leur cou sont transpercés et les haubers démaillés. Les lances se brisent et les tronçons volent en l'air. Ils s'attaquent alors à l'épée, tranchant les courroies qui retiennent les écus, et à force de coups, les écus eux-mêmes sont dans un tel état que les chevaliers ne peuvent plus s'en servir pour se protéger. À travers quelques lambeaux qui pendent encore, ils se portent avec leurs épées étincelantes de grands coups et se blessent aux côtés, aux bras, aux hanches. Ils se mesurent avec fureur. Chacun, solide comme un roc, refuse obstinément de céder le moindre pied de terrain. Rarement chevalier se montra aussi acharné à la mort de son adversaire. Ils portent leurs coups avec précision, cabossent et aplatissent les hommes et font voler les mailles des haubers. Tous deux saignent abondamment, et le sang chaud macule les haubers, qui ne les protègent pas plus que ne ferait une robe de moine. De la pointe de l'épée, ils se portent des coups en plein visage. Aucun d'eux ne veut céder. Le combat se prolonge et les deux chevaliers sont toujours en selle, car en dépit de leur acharnement, ils ont pris garde d'épargner leurs chevaux. La bataille n'en est que plus belle. À la fin d'un coup meurtrier, Yvain fend en quatre le aume de son adversaire. Sous la coiffe du haubert, le crâne est profondément ouvert. Avec le sang qui coule, les lambeaux de cervelle viennent tacher le blanc haubert du chevalier. Se sentant blessé à mort, celui-ci n'a plus d'autre issue que la fuite en direction de son château.
Comme le gerfaut qui prend son élan de loin pour fondre sur la grue, monseigneur Yvain, éperonnant son cheval, s'élançait à la poursuite du fuyard. Il en est si proche qu'il est presque sur le point de l'attraper et peut entendre les gémissements de douleur qu'il pousse. Mais l'autre déploie une telle énergie dans la fuite qu'Yvain redoute d'avoir perdu sa peine s'il ne peut pas s'emparer de lui, mort ou vif. Il garde en mémoire les railleries de Queue et la promesse faite à son cousin. Il lui faut les preuves indiscutables de sa victoire, afin que nul ne puisse la mettre en doute. Piquant les éperons, tous deux arrivent devant la ville fortifiée, dont le pont-levis a été abaissé et la porte grande ouverte. Ils pénètrent à l'intérieur de l'enceinte, s'engouffrent dans les rues désertes et parviennent au Gangalot jusqu'à l'entrée du palais. La porte était très haute et très large, mais le passage trop étroit pour que deux chevaliers puissent y entrer de front et s'y croiser sans encombre. De plus, il avait été conçu comme un piège à rats, dont la lame suspendue se déclenche et s'abat dès qu'on effleure le déclic. Sous la porte d'entrée, deux trébuchets maintenaient une porte de fer coulissante, aiguisée comme une lame, qui, si on l'on marchait sur le mécanisme, descendait brusquement, et ne manquait pas de trancher celui sur lequel elle s'abattait. Le chevalier familier du lieu s'est engagé dans le bon passage, à peine plus large qu'un sentier. Mais Yvain, ignorant le danger qu'il court, serre de si près le fuyard qu'en se penchant en avant, il parvient à le saisir par l'arçon de la selle. Bien lui en prend, car son cheval ayant marché sur la pièce de bois qui retenait la porte de fer, celle-ci s'abat, et lui ayant frôlé le dos, coupe en deux sa selle, son cheval et les éperons au ras des talons. Il en tombe à terre tout effrayé. À l'extrémité du passage, il y avait une autre porte semblable à la première. Le fuyard l'ayant franchie, elle retombe derrière lui. C'est ainsi que le chevalier blessé à mort parvint à s'échapper et que monseigneur Yvain se trouva pris au piège.